Je pense que la concession est la meilleure façon pour garantir le développement de ce fleuron. On prétend qu'on a tiré les leçons des autoroutes à travers cette affaire, mais ce n'est pas le cas. ADP, ce n'est pas une entreprise comme les autres. C'est le hub d'Air France. C'est un monopole naturel. C'est un service public d'intérêt national. C'est un outil de souveraineté que le gouvernement confie cela au privé est une erreur magistrale. Il est donc 6h moins le quart du matin. Je pense que la première chose qu'il y a à dire à cette heure, c'est la protestation contre une telle situation. Et ceux qui, sans aucun doute, vont le savoir, parce que nous allons le faire savoir, vont comprendre quelle folie c'est, même en deuxième lecture, de débattre à 5h du matin des discriminations, à 3h du tarif de l'électricité, et à cette heure-ci, de tout ce que nous venons d'entendre, tout ça est absurde. Évidemment, le gros morceau, c'est la privatisation à laquelle personne ici n'a pu donner une réponse satisfaisante pour l'esprit. Pourquoi privatise-t-on les aéroports de France, notre principale frontière? Pourquoi le fait-on? Le ministre a dit c'est pour financer un fonds d'innovation qui va rapporter moins que ce que rapportent aujourd'hui ces aéroports. Donc, à l'heure à laquelle nous sommes, nous n'avons toujours pas compris, pardon, si nous ne sommes pas assez intelligents pour avoir compris, nous n'avons toujours pas compris pourquoi cette privatisation a lieu, soit par un a priori idéologique qui voudrait que tout marche mieux dès que c'est privatisé, idée qui va contre le bilan des privatisations qui ont déjà été faites, soit parce que d'autres arrangements sont là à l'œuvre auxquels nous ne comprenons rien. Mais ne croyez pas que la suite passera inaperçue, qu'on ne surveillera pas très étroitement qui va être le bénéficiaire d'une opération aussi spectaculaire que scandaleuse. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des privatisations d'Aéroports de Paris, notamment, mais aussi de la Française des Jeux et aussi d'Engie. Bonjour Estelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Cash. La question de la semaine, Olivier, la voici, privatisation des entreprises françaises. Est-ce une bonne opération pour l'État? Dans la nuit du 15 au 16 mars dernier, 45 députés sur 577 ont entériné à l'Assemblée nationale le projet de loi Pacte, qui signifie plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, un texte qui ouvre la voie notamment à la privatisation de certaines entreprises françaises. Une disposition controversée parmi les entreprises qui pourraient être privatisées: Engie, distributeur du gaz de France, la Française des Jeux ou encore ADP, Aéroports de Paris. Ce texte, il sera débattu à partir du 9 avril prochain au Sénat. En attendant, le débat est ouvert. Olivier, selon vous, est-ce une bonne idée de privatiser aujourd'hui ces entreprises ? Écoutez, comme le titre de l'émission, pragmatisme ou idéologie, c'est-à-dire que au point de vue idéologie, on est à peu près tous d'accord que l'État n'a pas forcément vocation à vendre des voitures, à gérer des boutiques dans des aéroports, etc. Mais au-delà de ça, vous avez l'aspect purement comptable, pragmatique. Est-ce que c'est une bonne affaire financière ou pas ? Or, visiblement, ça n'est pas une bonne affaire financière, sauf peut-être pour les banquiers d'affaires et les avocats qui vont réaliser ces privatisations. Mais pour nous, en tout cas, c'est pas forcément une bonne affaire. Et ensuite, la manière dont c'est fait, le timing qui a été adopté. Vous avez dit en introduction qu'il y avait eu 46 députés qui avaient voté, 45 députés sur 500. Ça s'est voté à 6h du matin. Enfin bon, franchement, c'est fait de la pire des manières et on a l'impression qu'on vote ça en catimini à la fin d'une nuit pour vraiment faire passer quelque chose sur lequel il y a beaucoup de questions encore et qui sont loin d'avoir des réponses. Alors, on reviendra sur les chiffres un peu plus tard dans l'émission. L'opération la plus controversée, c'est la possible privatisation d'ADP. En quoi confier à ADP un gestionnaire privé est-il risqué ?
Oh, pour beaucoup de raisons. Alors, je vous dis, moi, c'est sans aucune idéologie. Donc, je dis à la limite, pourquoi pas au départ? Et pourquoi pas, sauf que, alors évidemment, c'est un point d'entrée. Vous avez quelques centaines de millions de passagers par an. Donc c'est un point d'entrée majeur et donc c'est quelque chose de stratégique, on va dire. Ensuite, sur les difficultés, c'est surtout, je vous dis, sur la manière dont c'est fait. La manière dont c'est fait, c'est donner une concession pendant 70 ans. Alors, on a parlé beaucoup de Vinci, parce qu'ils avaient déjà eu les autoroutes, et que... voilà, donc, est-ce que ça va être Vinci ou est-ce que ça va être un autre? Peu importe. Mais on a parlé de ce groupe-là. Ensuite, on va être obligé de le racheter au bout de 70 ans. Donc, c'est pas une concession comme les autoroutes, si l'État veut le faire. Mais on va être obligé de le racheter au bout de 70 ans, c'est-à-dire que, pas comme sur les autoroutes, qui au bout de 35 ans, reviennent dans le giron de l'État, mais gratuitement. Là, il va falloir le racheter. Ensuite, il va falloir indemniser les privés qui sont déjà dans Aéroport de Paris, donc à 50% à peu près. Il va falloir les indemniser parce que les pauvres chéris, ils ont eu un choc, sachant que c'était une concession de 70 ans. Donc tout ça laisse quand même une idée d'une espèce de précipitation, on ne sait pas pourquoi, d'une espèce de précipitation alors que ça n'a pas lieu d'être et que je vous dis en plus financièrement, ça va servir à quoi? Justement, Olivier, pourquoi l'État veut-il privatiser les aéroports de Paris? Eh bien, pour Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'est, je cite, une nécessité absolue. On l'écoute. Au XXIe siècle, il y aura des vainqueurs et il y aura des vaincus. Dans le camp des vainqueurs, vous aurez les nations qui auront investi pour l'innovation, qui auront la maîtrise de l'intelligence artificielle, et vous aurez des nations qui auront baissé les bras parce qu'elles auraient continué à gérer des rentes plutôt que d'investir dans la vie du pays. Alors justement, Olivier, le gouvernement souhaite, avec la privatisation de ces entreprises, alimenter un fonds pour financer l'innovation. Sur le papier, ça semble pas mal quand même. Oui, sur le papier. Comme vous dites, moi, j'ai jamais vu l'État français s'endetter pour investir vraiment intelligemment. Ça date du nucléaire avec De Gaulle, mais depuis, il n'y a pas eu grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va attribuer 5 milliards au désendettement. Je vous rappelle l'endettement de l'État français, 2700 milliards. D'accord ? Si vous prenez la totalité de ce qui... cash, parce qu'on vous dit qu'il est endetté à 98%, c'est faux, il est endetté à 137%. Donc on est à 2700 milliards, 5 milliards sur 2700 milliards, vous pensez que ça va changer notre vie? Non, pas du tout. Donc c'est juste ridicule, on est là en train de dire qu'on va mettre ça dans un fonds, que ce fonds va acheter au départ... Un fonds qui aura un rendement. Voilà, oui, un rendement. De l'OAT française, 0,80. C'est quoi le sujet? L'estimation, c'est 2,5%. Oui, l'estimation, mais moi je vous estime ce que vous voulez. Hein. Je vous dis que ça va rapporter du 4%. Si vous avez envie de l'entendre, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, l'OAT française, c'est 0,5. D'accord, 0,80. Donc, faut arrêter les bêtises. Financièrement, c'est pas quelque chose qui, contrairement à ce que dit Monsieur le Maire, est évident. Alors Olivier, on va voir un peu plus ce que va rapporter ou non ces privatisations. On voit cela avec le tiroir cash d'Antoine Vassas. La privatisation en France, c'est presque une vieille tradition, comme le feu d'artifice du 14 juillet ou le cassoulet. Depuis près de 30 ans, chaque gouvernement a vendu des actifs publics à des investisseurs privés. On va pas vous faire un inventaire, il y en a beaucoup trop. Pas loin d'une 60aine d'opérations de privatisation depuis le gouvernement de Jacques Chirac en 86. Écoutez, mes chers compatriotes, j'ai décidé de privatiser. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire rentrer du cash, du bif, du flouze, du pognon immédiatement dans les caisses de l'État. Sauf que sur le long terme, c'est pas forcément une bonne opération. Prenons les autoroutes par exemple. Elles avaient rapporté 14,8 milliards d'euros à l'État en 2006. Et pour vous donner une idée de ce que ça rapporte,
les sociétés acquéreuses ont versé près de 5 milliards d'euros de dividendes rien qu'en 2017 à leurs actionnaires. En fait, privatiser, c'est un peu comme si une mère disait à son enfant « Bon, je te donne un paquet de bonbons maintenant, ou alors je t'en donne que quelques-uns tous les jours, mais en illimité. » Et l'État, pardon, l'enfant c'est une métaphore, l'enfant répond « Je veux les bonbons tout de suite !» Bref, un calcul qui peut faire mal aux dents. Et puis ça signifie qu'un service autrefois public se retrouve soumis aux lois du marché, de la concurrence et à la pression des actionnaires. En gros, attention, va falloir être rentable. Et toi, t'en penses quoi, Olivier ? Alors, Olivier ? Je vous le dis, moi, j'ai pas d'idéologie là-dessus. Quand ça concerne, comme l'État a aujourd'hui, des participations dans Renault, dans Peugeot, l'État n'a pas vocation à vendre des voitures. Bon, donc là, j'ai aucun souci, on peut privatiser. En effet, là, je pense qu'avec des marchés au plus haut, ça serait pas totalement idiot de vendre ce genre de participation. En revanche, que l'État ait une participation dans des actifs qui sont vraiment, pour le coup, stratégiques, comme les aéroports ou comme le gaz avec Engie, ça me paraît pas totalement idiot. Il faut savoir quand même que financièrement, on peut quand même se poser des questions. Qui est-ce qui finance ça ? C'est nous, avec nos impôts, depuis des années. D'accord ? On a financé la construction des autoroutes, on a financé les aéroports, etc. Et puis, tout d'un coup, quand on va commencer à avoir du rendement, eh bien, on nous dit « Ah ben non, on va le vendre à quelqu'un d'autre ». En général, quand vous investissez, c'est pour avoir du rendement plus tard. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord pour que ça se passe, et surtout que ça se passe comme ça, c'est-à-dire c'est aujourd'hui, comme tout ce que fait à peu près le gouvernement Macron, c'est mal fait. Troisième exemple également de ce qui fourni par l'actualité, c'est l'exemple de Aéroports de Paris. Aéroports de Paris, M. Bruno Le Maire a décidé de le privatiser. Il se fonde d'ailleurs là-dessus sur les directives venues de Bruxelles, le cadre mental général de l'ultralibéralisme et le rapport des grandes orientations des politiques économiques, qui ne cesse de demander à la France que de mener au désengagement progressif de l'État. Je rappelle que la Commission européenne a par exemple demandé la privatisation d'un certain nombre d'infrastructures publiques, pas seulement en France, mais notamment en Grèce, et en particulier, il a fallu que les Grecs privatisent la plupart de leurs aéroports. C'est pareil pour la France. Déjà, M. Macron avait vendu la gestion de l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois et canadiens. Mais après ça, il s'est agi de vendre l'aéroport de Nice. Maintenant, on est dans le dur, c'est-à-dire Aéroport de Paris. Il faut savoir qu'Aéroport de Paris est une structure publique, est détenue par l'État à 50,6% et qui se trouve être le plus grand groupe aéroportuaire du monde, avec 215 millions de passagers en transit en 2018, dont d'ailleurs une majorité d'entre eux à l'étranger, puisque Aéroport de Paris possède des parts dans des aéroports comme l'aéroport de Santiago du Chili, par exemple. Mais le vaisseau amiral, si l'on peut dire, de Aéroport de Paris, ce sont les plateformes aéroportuaires de Roissy et l'aéroport Charles de Gaulle et d'Orly, l'aéroport d'Orly. Alors, d'après ce que j'ai lu dans la presse, cet aéroport de Paris est une entreprise qui rapporte beaucoup d'argent, qui est tout à fait rentable, qui rapporte beaucoup d'argent à l'État. Et d'après ce que j'ai lu dans la presse, pourrait être valorisé autour de 16 milliards d'euros. Et l'État en possédant 50%, si l'État vend Aéroport de Paris, il pourrait retirer 8 milliards d'euros à peu près de cette vente. Monsieur le maire a annoncé que le produit de la vente de cet aéroport de Paris serait affecté à des fonds pour améliorer la technologie. Il a tenu un discours faussement moderniste et faussement responsable en disant, vous comprenez, nous allons vendre ces participations qui en fait ne sont pas stratégiques et nous allons investir dans les hautes technologies, c'est-à-dire la tarte à la crème.
Seulement voilà, l'investissement dans les hautes technologies peut très bien foirer complètement et nous pouvons dilapider une grande partie de ces fonds publics. Alors même qu'actuellement, Aéroports de Paris nous rapporte énormément d'argent. J'ajoute que s'il s'agit d'investir 8 ou 10 milliards d'euros dans les hautes technologies, et je suis favorable sur le principe, eh bien je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux sortir de l'Union européenne, récupérer cette somme que notre participation à l'Union européenne nous coûte à peu près précisément 10 milliards d'euros chaque année, rien qu'en coût direct, 100 ans, et plutôt que de participer à la construction européenne, eh bien nous pourrions distraire une partie de cette somme considérable pour justement faire du soutien à la haute technologie, au fonds d'innovation sur l'électronique, l'intelligence artificielle, etc. Donc que M. Le Maire ne nous fasse pas le coup du type responsable, c'est en fait un irresponsable, c'est quelqu'un qui est en train de vendre, de dilapider les bijoux de famille pour mener des politiques d'ailleurs hasardeuses et que l'on devrait mener avec des capitaux que nous prendrions sur le fait que nous serions sortis de l'Union européenne. Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très simple. Il s'agit d'un petit tuto pour vous montrer comment faire pour signer sur le site du ministère de l'Intérieur pour que puisse avoir lieu un référendum contre la privatisation d'Aéroports de Paris, qu'on appelle en abrégé ADP. Alors depuis le 13 juin, on peut officiellement signer pour ce référendum. C'est un système un peu compliqué qu'on appelle le référendum d'initiative partagée. Mais ce que vous devez surtout retenir, c'est qu'il faut 4,7 millions de signatures pour y arriver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de signer pour ce référendum, qui n'y sont pas arrivés parce qu'il y avait des systèmes un peu compliqués avec des codes de communes qui n'étaient pas les codes postaux, donc c'était un petit peu compliqué, c'était des codes INSEE. Mais depuis, le système a changé et moi j'ai attendu pour signer spécialement pour pouvoir faire une vidéo tuto et j'attendais que le système soit un petit peu stabilisé pour être sûr que le tuto serait utile. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais signer avec vous, moi j'ai pas encore fait, et vous montrer comment ça se passe, comment on fait en vous montrant toutes les étapes. Alors la première, elle est très simple. Il suffit de se rendre sur l'adresse que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé de cette vidéo pour vous rendre sur le site où vous pouvez signer pour le référendum. Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez sur le petit bouton « Je soutiens » et vous cliquez sur « Suivant ». Ça vous ouvre une nouvelle page qui est le formulaire de soutien à proprement parler. Là, il faut que vous rentriez un certain nombre d'éléments. Donc d'abord, le département ou collectivité d'outre-mer dans laquelle vous votez. Moi, c'est l'Indre, à Châteauroux. Voilà. Vous mettez votre nom de naissance. Alors là, il faut faire très attention de bien mettre les accents, s'il y en a. Pareil pour vos prénoms, il faut bien mettre les accents. Et vous mettez tous vos prénoms avec... vous faites bien attention avec les accents et vous ne mettez pas de virgule entre les prénoms. Et si votre prénom comporte des tirets, il faut mettre les tirets. Donc moi, c'est Antoine, Nicolas, Gabriel.
Vous mettez votre sexe, donc à l'état civil, votre date de naissance. Merde. Voilà. Voilà. Votre pays de naissance, votre département et votre ville de naissance. Hop. Et là, ça n'a pas changé. Toc. Et vous cliquez là encore sur suivant. Donc là, vous arrivez sur une deuxième page de formulaire dans laquelle il va falloir rentrer des informations sur vos documents d'identité. Moi, je vais utiliser mon passeport, mais ça marche aussi avec votre carte nationale d'identité. Sachez que si vous avez des problèmes pour l'étape précédente, il faut bien vérifier les informations. Il y a un message d'erreur qui s'affiche en rouge sur le ou les champs qui sont mal remplis. Donc regardez bien, vérifiez que vous n'avez pas fait de faute de frappe dans votre nom, que vous n'avez pas oublié d'accent ou de tiret si votre nom ou vos prénoms en comportent, que vous avez bien mis la bonne date de naissance, etc. etc. Et normalement, il n'y a aucun problème pour passer à l'étape 2 si vous avez bien rempli les informations. On arrive donc à cette deuxième étape que je vais remplir là encore avec vous en utilisant mon passeport et évidemment en cachant les informations. Donc on va rentrer le numéro de passeport dans un premier temps qui se trouve en l'occurrence en haut à droite de votre passeport si c'est ça que vous utilisez. Si c'est la carte nationale d'identité, ça se trouve aussi en haut. Toc. Ensuite il faut rentrer la date de délivrance qui se trouve à l'arrière sur votre carte nationale d'identité, de même que le jour, la préfecture de délivrance. Alors toc, 03 06 2014. Pof. Il faut rentrer le département de délivrance donc de votre pièce d'identité. Moi je crois que c'était Paris. Et ensuite votre adresse email. Et vous cliquez enfin sur valider le soutien. Là, vous arrivez sur une dernière étape et il faut faire attention parce que là, vous n'avez pas encore fini. Il vous reste vraiment un dernier truc à faire. C'est pas très long, mais il faut bien penser à le faire. Il s'agit simplement de remplir ce qu'on appelle un CAPTCHA qui permet de vérifier que vous n'êtes pas une machine. Donc, vous allez tout en bas et là, vous pouvez saisir ce code. Il vous suffit, une fois que vous avez rentré le code, il vous suffit de cliquer sur « Oui, confirmer mon soutien ». Et cette fois-ci, c'est bon. Ça vous affiche ce message. Votre soutien a bien été pris en compte. Et là, vous pouvez télécharger le récépissé. Voilà. Le million de signatures est là. Pour être honnête, on aurait préféré que ça se passe un peu avant, hein. Mais bon, voilà, on y est. Là, le président pourrait être pris un peu au piège de sa propre parole, puisqu'il a dit qu'il voulait diminuer, abaisser le niveau à partir duquel on pourrait proposer un référendum. C'est-à-dire qu'au lieu de 4 millions, il n'y aurait que 1 million. Ben, très bien, commencez maintenant, Monsieur le Président. Le million de signatures est là. Emmanuel Macron avait tiré comme conclusion du grand débat et du mouvement des Gilets jaunes qui avait un besoin de démocratie dans le pays très fort et qu'il pensait pertinent de rebaisser le niveau de signature pour actionner demain ce référendum initiative partagée à 1 million de signatures. On y est au million et je crois que c'est l'occasion, si le président de la République était conséquent avec ce qu'il dit, de dire 1 million est là, actionnons d'ores et déjà ce droit sans attendre les 4,7 millions. C'est un droit constitutionnel de réclamer des référendums et de le faire dans les conditions dans lesquelles on a fait, avec des signatures très officielles de parlementaires et tout ça. Mais derrière, il n'y a absolument rien d'organisé. On n'a pas de temps de parole sur les médias officiels. Enfin, c'est pas, on dirait que c'est presque une campagne en contrebande. Hein.
Mais non, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel, le droit constitutionnel de provoquer des référendums. Dans la mesure où c'est un acte officiel que d'organiser un référendum, on devrait être aidé par un accès aux moyens de communication, comme dans une campagne électorale, si vous voulez, c'est la même chose. Voilà. Et là, je trouve que ça ne se passe pas normalement. C'est pourquoi on saisit tout ce qu'on peut saisir comme autorité pour dire non, il y a de l'abus, quoi, il y a une spoliation. Le référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris aura-t-il lieu un jour ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais l'histoire retiendra au moins une chose. L'expérience de démocratie directe qu'il représente a été sabotée de bout en bout par les médias dominants qui ont organisé le blackout autour d'un nouveau mode de consultation qui ne peut être adopté que si ses enjeux et ses modalités sont vulgarisés. Quand nous parlons de sabotage, il ne s'agit pas d'une opinion, mais de faits que nous avons pu établir au terme d'une enquête minutieuse qui s'est fondée sur la compilation et l'exploitation de précieuses données publiques. Pour déclencher le référendum d'initiative partagée, il faut que la pétition officielle recueille les signatures de 10% des Français inscrits sur les listes électorales. À l'heure actuelle, seulement environ 1% des électeurs ont signé. Pourtant, d'après un sondage YouGov pour le Huffington Post, 75% des Français seraient prêts à signer une pétition en faveur d'un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. Comment comprendre ce paradoxe ? Eh bien, pour l'expliquer, nous avons étudié le profil des 560 000 signataires actuels de la pétition. Il est en effet possible d'extraire le taux de signature, c'est-à-dire le taux de participation dans chaque commune de France à partir de la liste des signataires fournie par le ministère de l'Intérieur. En croisant ces informations avec des données sociodémographiques de l'INSEE ou bien encore des données électorales, on peut faire plusieurs constats intéressants. D'abord, on peut étudier la corrélation entre le taux de participation à la pétition des communes et les scores des différents candidats à l'élection présidentielle de 2017, par exemple Jean-Luc Mélenchon. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les deux variables sont très corrélées. Le taux de signature est bas, 0,5% environ, dans les communes où Mélenchon n'a recueilli que 5% des suffrages. Il est 4 fois plus élevé dans les communes où son score approche les 30%. Jusque-là, rien de bien surprenant, la France insoumise étant très hostile à la privatisation. Mais si on étudie la corrélation avec le vote Marine Le Pen, qui est aussi hostile à la privatisation, on constate l'effet inverse. Ce sont les communes où le vote Le Pen est le plus faible que le taux de signature est le plus élevé. Autre contradiction, lorsqu'on regarde la corrélation avec le vote Macron, le taux de signature est finalement assez élevé dans les communes les plus macronistes. Et la variable clé pour comprendre ce paradoxe est le niveau d'éducation. Pour le vérifier, nous avons évalué le taux de signature moyen dans les communes en fonction de la fraction de la population qui a fait des études supérieures. Voici le résultat, il est éloquent. Dans les communes où moins de 5% de la population a fait des études supérieures, le taux de participation est très bas, inférieur à 0,5%. Il augmente très rapidement avec le niveau d'éducation, jusqu'à 2% de participation dans les communes où il est le plus élevé. Or, comme le montre une enquête de l'IFOP, le niveau de diplôme de l'électorat de Marine Le Pen est plutôt bas, là où celui de l'électorat macroniste est élevé. D'où le fait que l'électorat de Marine Le Pen est très peu mobilisé sur la question. Maintenant, regardons à nouveau la corrélation entre le score de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et le taux de signature. D'un côté, pour les communes avec une population peu diplômée, moins de 10% des habitants ayant fait des études supérieures, et de l'autre, avec une population très diplômée, avec des taux de population ayant fait des études supérieures de plus de 30%. Il apparaît que dans les communes les moins diplômées, le taux de participation à la pétition reste bas et il ne dépend pas du score de Mélenchon. Autrement dit, son électorat populaire n'est pas mobilisé. En revanche, dans les communes diplômées, le taux de signature décolle avec le score de Jean-Luc Mélenchon. Que nous dit le fait que c'est le niveau d'éducation qui détermine la probabilité de signer ou non la pétition ? Eh bien, probablement que les Français sont très mal informés sur le sujet. Pour être au courant, il faut être impliqué politiquement, il faut être très informé, et ce sont des biais qui favorisent les personnes les plus diplômées. Ce serait donc le défaut d'information qui serait en cause. Et pour le vérifier, nous avons quantifié la médiatisation de la pétition en la comparant à celle d'un autre processus citoyen, le grand débat. Nous avons donc procédé de deux façons. D'abord, en analysant des articles écrits dans toute la presse française, la presse quotidienne nationale et régionale, les magazines hebdomadaires, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons également analysé le traitement de ces deux sujets, d'un côté donc le grand débat et de l'autre la privatisation des aéroports de Paris, par le journal télévisé de France 2, le 20h, qui est suivi par plusieurs millions de téléspectateurs chaque soir. Et nous avons été abasourdis par ce que nous avons découvert. Prenons d'abord la presse écrite. Dans les 30 jours qui ont suivi l'ouverture du grand débat, du 15 janvier au 15 février 2019, nous avons comptabilisé 13 000 articles de presse traitant de ce sujet.
En revanche, dans les 30 premiers jours de la pétition du référendum pour Aéroport de Paris, à partir du 13 juin, on dénombre à peine 500 articles sur le sujet, c'est-à-dire 25 fois moins. Ensuite, si l'on s'intéresse au journal télévisé de 20h de France 2, on s'aperçoit que l'ouverture du grand débat a été traitée 24 jours sur les 30 premiers de la consultation, c'est-à-dire quasiment à chaque édition. Mais la pétition pour ADP, elle, n'a été abordée qu'une fois depuis son lancement, et encore seulement pour une durée de 2 minutes. Il s'agit vraiment d'une couverture lapidaire, expéditive. On se souvient tous en effet des chaînes d'information se faisant les relais zélés des interventions d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat. Des débats sans contradicteurs, des allocutions et des conférences de presse à répétition, et bien sûr ces one-man shows interminables retransmis intégralement en direct sur les chaînes Tout Info. Les médias ont alors participé activement à ce qui était de toute évidence une opération de communication du pouvoir en pleine campagne des européennes, et ils n'ont aucune excuse. D'abord, cela n'a rien à voir avec une préférence ou un intérêt plus grand des Français pour l'une ou l'autre des initiatives. D'après Le Monde, le 21 février 2019, donc environ 40 jours après l'ouverture de la plateforme du grand débat, seulement 170 000 personnes y avaient contribué en ligne. Sur la même durée, la pétition en ligne pour Aéroport de Paris a reçu plus de 500 000 signatures, malgré les nombreux obstacles à franchir pour signer. Par ailleurs, la sincérité démocratique du grand débat était clairement douteuse. Contrairement au référendum d'initiative partagée, il n'est pas encadré par la Constitution. Il n'y avait pas de garantie pour le citoyen et pas de réel enjeu. Le gouvernement a donc pu s'asseoir sur la revendication du rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui faisait pourtant l'objet d'un large consensus parmi les contributeurs. Bref, les médias ont préféré vanter une parodie de démocratie à un véritable processus constitutionnel. Du coup, les parlementaires, à l'origine de la pétition, se sont plaints de cette mauvaise volonté médiatique. Ils ont sollicité pour un rendez-vous Roch-Olivier Mestre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui a été, il faut le rappeler, nommé cette année par Emmanuel Macron lui-même. Et ils n'ont pas obtenu gain de cause. Finalement, les médias dominants, qui se posent en rempart de la démocratie, semblent davantage soumis aux impératifs du pouvoir. Il faut croire qu'ils ne joueront pas le jeu de la démocratie directe, à moins d'y être contraints. Mais par qui ? Le CSA, seule instance disposée à le faire, est un organisme fantoche, sous contrôle direct de l'exécutif. Cette volonté de privatisation d'ADP, enfouie au fond de la jungle touffue d'une loi obscure, est révélatrice, et sur le fond et sur la forme, d'une gouvernance lointaine et technocratique qui attise le volcan de l'incompréhension et le magma de la colère chez de nombreux Français. Quand on vend les bijoux de famille, c'est jamais bon signe, et il ne faut pas s'étonner que la famille demande des comptes. Les Français veulent un État stratège, pas un gang de boursicoteurs, gagne-petits, leur expliquant doctement qu'ils n'ont rien compris. Les Français ont du bon sens, monsieur le ministre. Ils comptent mieux que les ordinateurs de Bercy et ils ont de la mémoire. Ils se souviennent des pathétiques privatisations du réseau d'autoroutes et de l'aéroport de Toulouse. Il est toujours temps de corriger une erreur, ou au moins de fortifier une décision, de la rendre incontestable. Comment ? En donnant la parole au peuple. Pourquoi le refuser alors que le gouvernement ne cesse de proclamer un souci d'écoute et de proximité qui reste tout virtuel? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, qui démontre d'ailleurs par sa présence que les enfants aiment bien les avions. Mes chers collègues, Auty, Tarn-et-Garonne, Villars-de-Belle, Aude, Boussenois, Côte-d'Or, Menté, Pyrénées-Orientales, Olcany, Haute-Corse. Voilà quelques exemples parmi des milliers où les Français, tous les Français, pas seulement les premiers concernés, se sont mobilisés et ont signé la pétition pour qu'un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris soit organisé. Le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, Monsieur le maire en particulier, avaient critiqué, voire moqué, la démarche initiée par notre groupe et rejointe par un arc républicain extrêmement large qui, aujourd'hui, donc, fait l'objet de ce débat initié par nos collègues du CRCE que je remercie. Vous avez pensé, Monsieur le Ministre, en tout cas ceux de Bercy, que cette initiative n'était qu'une fantaisie de politiciens, une opposition bête et méchante, un accroc à la légitimité de la chose votée, peut-être même une atteinte aux prérogatives du Parlement, en tout cas un crime de lèse-majesté jupitérienne. Mais avec plus d'1 million de signataires sur tout le territoire, cela ne tient plus. 1 million, ce n'est pas la France, me direz-vous. D'ailleurs, vous allez nous le dire. Mais au vu des moyens qui étaient les nôtres, de l'inertie assumée de votre gouvernement pour atténuer l'impact de cette initiative à caractère constitutionnel, ça a été rappelé,
Eh bien, je trouve que 1 million, ce n'est pas rien. Nous sommes dans la mise en œuvre de l'article 11 de la Constitution. En démocratie, les citoyens doivent être informés de la possibilité d'exercer un tel droit. L'État doit affecter les moyens en ce sens, puisque du fait d'une loi organique imprécise et imparfaite, les parlementaires, pourtant à l'origine de la procédure référendaire, ne peuvent financer par leurs moyens sa mise en œuvre. Il doit aussi intervenir, l'État, auprès des chaînes publiques d'information, qui ont un rôle citoyen à jouer en la matière pour qu'elles informent largement à ce sujet. C'est cela, le respect du pluralisme, fondement de tout État démocratique. Or, nous en sommes loin. Les chiffres comparés de la médiatisation du grand débat et celle de la procédure du RIP sont sans appel. 13 000 articles publiés sur le grand débat, contre 500 sur le référendum d'initiative partagée. 12 millions d'euros dépensés pour le fameux grand débat, rien pour le RIP. Idem du côté de la presse audiovisuelle. Couverture sans précédent du grand débat, direct à rallonge des discours présidentiels, spot pour le lancement de la privatisation de la FDJ et, bien évidemment, rien sur le RIP. Pire encore, Radio France s'est opposée à diffuser les communiqués financés par les parlementaires eux-mêmes, et je précise, sur leurs deniers personnels. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, Emmanuel Macron a décidé de privatiser la société Aéroports de Paris. Ce bradage des biens publics, à l'image de ce qui s'est passé pour les autoroutes, est scandaleux. On ne vend pas une société bénéficiaire qui rapporte mécaniquement à la collectivité, en l'occurrence 110 millions d'euros de bénéfices en 2018. On ne livre pas à des intérêts marchands une activité qui est par nature un monopole d'État. Enfin, un pays qui se respecte ne concède pas une frontière à des intérêts privés avec lesquels il faudra négocier les bureaux de la douane, le nombre d'atterrissages, les autorisations de se poser en France. Faut-il rappeler combien la vente de l'aéroport de Toulouse à la Chine a montré les dérives de ces privatisations catastrophiques dans lesquelles le contribuable est floué financièrement et la France, pour finir, ridiculisée. Ce bradage au profit d'intérêts privés n'est rendu possible que parce que Emmanuel Macron, du fait d'un mode de scrutin profondément antidémocratique, dispose d'une majorité parlementaire qui ne représente pas l'opinion du pays. Une majorité de Français est fermement opposée à cette liquidation. Malgré le désaveu qu'il a enregistré lors des élections européennes, en étant devancé par la liste d'opposition du Rassemblement national, M. Macron s'entête dans sa politique de bradage des biens publics et finalement dans le démantèlement méthodique de la France. La vente de la Française des Jeux, d'Engie, dès demain ce seront les barrages et après-demain, qui sait. Si on le laisse faire, les Français n'auront plus rien en commun, plus de pays à transmettre à leurs enfants. Il y a une possibilité pour empêcher cette infamie en provoquant un référendum. Il faut pour cela réunir 4 700 000 signatures de citoyens en 9 mois. C'est possible tant les Français rejettent majoritairement cette mesure inique. Il suffit de se manifester en signant la pétition mise en ligne dans le cadre de la procédure du référendum d'initiative partagée. C'est pourquoi je vous appelle à signer et faire signer autour de vous contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site officiel referendum.gouv.fr. Comme des centaines de milliers de Français qui l'ont déjà signé, comme je l'ai fait moi-même et comme l'ont fait tous les dirigeants du Rassemblement national, prenez quelques minutes de votre temps et faites ce geste patriotique. Citoyens et patriotes français, je compte sur vous. Ça y est, on peut donc signer depuis le 13 juin. Et oui, le gouvernement avait jusqu'au samedi 15 juin pour mettre en place le site permettant à des citoyens de signer pour réclamer l'organisation d'un référendum sur la proposition de loi transformant ADP en service public, donc impossible à privatiser. Et le gouvernement a attendu donc jusqu'au 13 juin, quasiment le dernier moment. Ceux qui patientaient d'ailleurs n'ont pas été déçus puisque les réseaux sociaux sont pleins des témoignages des uns et des autres pour dire à quel point c'est la croix et la bannière pour réussir enfin à exercer son rôle de citoyen. Oui, vraiment, le ministère de l'Intérieur aurait voulu faire en sorte de décourager les quelques-uns qui voudraient véritablement signer cette demande, qui ne s'y seraient pas pris autrement.
C'est vrai que c'est embêtant, les référendums d'initiative partagée, ça ressemble tellement à un exercice de la démocratie que véritablement on ne peut que s'y plier de mauvaise grâce. Donc, pour pouvoir signer, et sachant qu'il faut 4,7 millions de signatures, eh bien il faut d'abord écrire son nom, de façon extrêmement précise, hein, avec les majuscules, toutes les majuscules à tous les prénoms, exactement comme ce nom apparaît sur les listes électorales. Mais il faut aussi que le nom de la commune respecte exactement la dénomination, sans abréviation, avec des majuscules. Il faut le numéro de carte d'identité ou de passeport. Et une fois qu'on a rempli tout ça, eh ben, on se retrouve face à un code CAPTCHA pour vérifier qu'on n'est pas un robot. Oui, parce que des fois qu'un robot serait assez vicieux pour avoir un numéro de carte d'identité ou de passeport, on ne sait jamais, ça vaut le coup de vérifier. Bon, d'ailleurs de vérifier une fois, 2 fois, 3 fois, puisque en général c'est le bonheur avec les codes CAPTCHA, c'est que ça n'est jamais la bonne majuscule, la bonne minuscule, il faut s'y reprendre. Cela dit, ça n'est pas non plus absolument effroyable. Mis à part pour ceux qui découvrent à cette occasion qu'ils n'apparaissent plus sur les listes électorales, on peut tout de même se plier à cet exercice et surtout, il faut se plier à cet exercice. Justement parce qu'il est un peu pénible, justement parce qu'il demande un engagement. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que sur le fond du sujet, il y a là un enjeu majeur. On l'a déjà dit ici, mais on va le répéter. La privatisation des autoroutes par le gouvernement Villepin a été un des plus grands scandales de ces dernières années. Il a permis aux sociétés d'autoroutes de s'enrichir sur le dos des contribuables de façon insupportable. Et ce qu'on est en train de faire avec ADP, mais aussi avec la Française des Jeux, c'est exactement la même chose. Rappelons-le, ADP est une entreprise qui rapporte et qui rapporte même de plus en plus. Les prévisions de rendement en 2020 sont de 2,35%. Il suffit de faire un petit calcul. L'État français s'endette actuellement à 0,4%, moins de 0,4% à 10 ans. N'importe qui, sachant un tout petit peu compter, comprend que l'État a intérêt à emprunter cet argent qui lui manque soi-disant pour l'innovation, etc., plutôt que de vendre ADP pour cela. Mais il n'y a pas que ça. ADP, c'est un patrimoine foncier extrêmement important qui serait livré au privé. ADP, c'est tout simplement les aéroports, c'est-à-dire la principale frontière française. Il est du devoir de l'État de garder la main sur quelque chose qui relève de sa capacité à gérer qui entre ou sort sur le territoire. Bref, sur le fond, les arguments pour s'opposer à cette privatisation totalement aberrante sont innombrables. Mais il y a une raison de plus pour laquelle il faut signer et il faut que nous atteignions les 4,7 millions de signatures. C'est tout simplement la première fois qu'est mise en œuvre cette procédure de référendum d'initiative partagée, alors même qu'elle a été conçue sous Nicolas Sarkozy de façon à ne surtout pas pouvoir être enclenchée. On a vu pendant les délibérations du grand débat et surtout pendant le rendu du grand débat qu'Emmanuel Macron avait balayé d'un revers de main le référendum d'initiative citoyenne et qu'il avait daigné accepter d'assouplir un petit peu cette procédure du référendum d'initiative partagée pour montrer qu'il n'était pas totalement fermé, surtout pour faire croire qu'il répondait à une demande démocratique, alors que la demande était évidemment bien plus forte sur le référendum d'initiative citoyenne. Du coup, ce référendum d'initiative partagée, eh bien, c'est le moyen de faire entendre la voix des citoyens et de se saisir pour cela d'une occasion qui est une occasion assez rare. Parce que pour qu'on en arrive à avoir besoin de ces 4,7 millions de signatures, il a fallu que des députés votent ensemble, des députés de bords différents. Souvenez-vous, il y avait des républicains, il y avait des communistes, ce qui a même fait dire
à un député La République En Marche avec une certaine dose de mépris, tout ça c'est l'alliance gaulo-communiste. Eh ben oui, c'est l'alliance gaulo-communiste, c'est-à-dire tout simplement un moment de l'histoire de France, souvenez-vous, où finalement la France ne se portait pas si mal et où surtout les politiques avaient conscience de ce qu'est l'État et du rôle qu'il doit exercer pour protéger les intérêts des citoyens. Donc, la capacité de mobilisation sur ce référendum d'initiative partagée va permettre de montrer ce qui se passe quand le peuple décide de reprendre son pouvoir, celui qui lui appartient. C'est une réponse à tous ceux qui estiment que les sujets d'aujourd'hui sont beaucoup trop complexes pour un peuple qui est décidément trop con et qu'il vaut mieux s'en référer aux experts, aux représentants qui représentent tellement bien les citoyens. Voilà. La réponse, elle est dans ces 4,7 millions de signatures. Je voudrais lancer un appel. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Je ne me lasse pas de le dire. J'appelle toutes les personnes qui m'écoutent et qui ne l'ont pas encore fait à se rendre dans leur mairie ou bien à aller sur leur ordinateur et à signer la pétition pour le référendum sur Aéroport de Paris. Je rappelle qu'il faut 4 600 000 signatures. C'est un nombre démentiel. C'est une honte. Cette réforme constitutionnelle qui avait créé le référendum d'initiative partagée nécessite 10% du corps électoral. On n'a jamais vu ça dans aucun autre pays du monde. Nous avons dit, lorsque j'ai présenté mon programme, j'avais dit que pour ce qui nous concernait, il nous faudrait avoir à peu près, pour un référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, il suffirait d'avoir 700 ou 800 000 signatures. Si notre proposition était actée dans la Constitution française, ça y est, nous aurions notre référendum. 700 000 signatures validées par un système informatique, ça n'est pas rien. Mais 4 600 000, c'est tout simplement impossible. Alors, à l'impossible, j'espère que les Français diront l'impossible n'est pas français. J'appelle à la mobilisation générale. Je sais bien que ce qui arrive est dû au fait que tous les grands médias du pays organisent l'omerta sur cette affaire. France Inter a refusé de passer des spots qu'avait préparés, je crois, le Parti communiste français à juste titre. C'était des spots pour appeler les Français à signer la pétition pour ADP. France Inter a dit que c'était contraire à, comment dirais-je, à la neutralité du service public. Enfin, on croit rêver. Alors que c'est un problème d'information. Le CSA, Courage Fillon, est passé sous la table, a refusé d'imposer cela. Donc actuellement, il y a la conspiration du silence sur l'existence de cette pétition. Il y a la conspiration du silence, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale parce que des sondages ont été effectués qui tentent à montrer que s'il y a un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris, il y aurait probablement 66, 70, 75% des électeurs qui voteraient contre. On le sait de façon certaine. Sauf qu'il y a peut-être 70 ou 75% des électeurs qui vont voter contre, mais il n'y en a que 2% qui ont signé la pétition. Pourquoi ? Parce que énormément de gens ne savent même pas que cette pétition existe, ne savent pas comment procéder. Et puis c'est la loi du silence. Essayons de lutter contre ça. Signons, faisons signer tout autour de nous la pétition pour avoir le référendum sur Aéroport de Paris. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.